Une prise d'étranglement en plein jour. Un vendeur de nourriture empoigné, jeté et immobilisé par un policier qui pensait que personne ne l'arrêterait. Mais lorsque ce policier est allé trop loin, l'homme qu'il tentait de faire taire a inversé la tendance et s'est cogné le visage contre un poteau en acier. Du sang sur le trottoir, les caméras en marche, et la foule où elle n'a pas détourné le regard. Ce qui se passe ensuite ne se résume pas à la riposte d'un homme. Il s'agit de la vérité qui refuse de rester enfouie. D'un système enfin contraint à l'introspection. Vous n'êtes pas seulement témoin d'une histoire. Vous êtes témoin d'un tournant. Dites-nous d'où vous regardez et à quelle heure vous avez appuyé sur lecture. Laissez un commentaire ci-dessous. Nous lisons chacun d'entre eux. Et si cette histoire vous parle de quelque chose que vous avez vécu, ne la gardez pas pour vous. Restez avec nous. Ce n'est que le début. Le soleil avait atteint le sommet des immeubles, projetant de longues ombres nettes sur le trottoir en béton, comme pour tracer des lignes invisibles entre ceux qui appartenaient à la rue et ceux qui n'y appartenaient pas. Il était un peu plus de midi, et la rue vibrait d'une énergie tranquille, murmure dans les cafés ouverts, pas sur le trottoir fissuré, léger cliquetis métallique des chariots qu'on mettait en place. Jamal Carter s'essuya le front en dépliant le panneau latéral de son chariot de restauration. Ses mains étaient devenues stables grâce à l'entraînement, sa respiration ralentie par l'âge. À 62 ans, son corps ne bougeait plus comme avant, mais il se levait toujours avec détermination chaque matin, accueillait toujours chaque jour avec la même dignité tranquille qu'il avait portée à travers des décennies de travail, de guerre, de deuil et d'attente. L'odeur des oignons grillés flottait dans l'air, se mêlant au sel de la circulation et à l'odeur du papier journal humide. Un groupe de lycéens passa en riant. Une femme avec une poussette s'arrêta pour saluer Jamal et lui montra le petit panneau noir posé à côté de son chariot, 2 hot dogs, un soda, 5 $. La sauce piquante, c'est la vérité. Il sourit, hocha légèrement la tête et commença à chauffer le grill. Le rythme de la ville lui était familier, comme le tic-tac d'une horloge à côté de laquelle il avait vieilli. Mais alors même qu'il se penchait pour disposer les petits pains dans le réchaud, ses épaules se contractèrent dès qu'il sentit le changement. Ce silence subtil qui tranche le bruit comme une lame dans le papier. Le bruit d'une portière de voiture qui se refermait derrière lui ne le fit pas se retourner. Il connaissait ce bruit, il le connaissait trop bien. Il continua à bouger les mains, les yeux baissés, son cœur battant à tout rompre, bâillant comme un tambour lointain. Puis il entendit la voix, aiguë et tranchante comme du verre brisé. Encore toi, hein. Jamal tourna la tête, sachant déjà de qui il s'agissait. Le sergent Brett Mallory se tenait à quelques mètres, ses lunettes de soleil illuminant le soleil, la mâchoire serrée, la main trop près du bâton qu'il portait à la hanche. Jamal ne répondit pas tout de suite. Il continua d'essuyer le comptoir, le regard calme, la voix assurée, lorsqu'il répondit enfin, « Je fais juste mon travail, officier. » Comme hier. Mallory s'approcha, ses bottes lourdes sur le béton, son souffle brûlant comme une insulte. « Votre travail consiste à utiliser illégalement l'espace public, dit-il. Vous bloquez un passage piéton. Vous êtes prévenu. » Jamal hocha la tête, lentement et posément, comme un homme qui sait ne pas se précipiter pour éviter un animal acculé. « Je suis dans les limites du code de la route, dit-il. Dégagement de 3 mètres. Vous pouvez vérifier les lignes de marquage vous-même. Cet endroit est enregistré. Il n'y eut ni cri, ni agression, juste des faits. Mais les faits importaient peu à Mallory. Pas quand il avait déjà rendu son verdict. Il regarda Jamal de haut en bas avec cet amusement froid dont certains hommes font preuve quand ils pensent que personne ne les regarde. Puis il dit, « Le code de la ville ne protège pas les flâneurs qui se font passer pour des hommes d'affaires. » Quelque chose en Jamal se figea. Non pas de peur, mais de quelque chose de plus ancien, de plus profond. Cette douleur générationnelle de savoir quels hommes ont le droit de se lever et lesquels doivent s'incliner. Il prit une inspiration, la main immobile. « Je ne fais pas semblant, dit-il d'une voix rauque. J'ai ce permis depuis 20 ans. Tu le sais. » Quelques personnes ont commencé à ralentir leurs pas à proximité, sentant la tension sans savoir pourquoi, comme des oiseaux qui s'immobilisent avant une tempête. Mallory s'approcha encore plus. « Je te dis de tout ranger, dit-il. Tout de suite. » Jamal le regarda alors attentivement, le regard fixe. « Pas sans une citation écrite, dit-il. Tu connais la loi aussi bien que moi. » Mallory ne répondit pas. Il se déplaça rapidement. La main qui était près du bâton jaillit, attrapa Jamal par le col et le tira si fort que son dos heurta le chariot.
Le métal trembla. La grille claqua. La femme à la poussette haleta. Quelqu'un dit « Eh !» Mais personne n'intervint. Le bras de Mallory entoura le cou de Jamal, une prise d'étranglement ferme et maîtrisée. Celle qu'on utilise non pas pour soumettre, mais pour contrôler, dominer, punir. Jamal luttait pour respirer. Les mains se tendaient, non pas pour combattre, mais pour trouver un espace de survie. Sa vision commençait à se brouiller. La lumière du soleil scintillait à travers les feuilles comme des souvenirs fulgurants. Et à cet instant, entre le souffle coupé et la rupture, quelque chose en lui s'éclaircit brusquement. Il revit les yeux de sa femme la nuit de son décès. Il revit les médailles de guerre dans un tiroir poussiéreux. Il revit son petit-fils apprendre à faire du vélo. Et son propre reflet le matin de ses 60 ans. Puis, avec le calme d'un homme qui savait que cela resterait gravé dans les mémoires, Jamal planta ses pieds, tourna ses épaules avec toute la force qui lui restait et utilisa l'élan pour balancer leurs deux corps sur le côté. Mallory ne s'y attendait pas. Son emprise s'estompa juste assez pour que Jamal puisse reculer, enfoncer son coude dans la poitrine de l'officier et pivoter brusquement. La tête de Mallory heurta le poteau d'acier derrière eux avec un craquement net et écœurant. Le temps s'arrêta. L'officier s'effondra instantanément, s'effondrant sur le trottoir comme du linge mouillé. Le visage détourné, le sang commençant déjà à couler. Il y eut un moment de silence complet. De ce genre, comme si la ville avait oublié comment respirer. Jamal se tenait là, la poitrine haletante, les mains légèrement levées non pas en signe de reddition, mais d'incrédulité. Un adolescent de l'autre côté de la rue, les yeux écarquillés, téléphone à la main, enregistrait. Un vieil homme, muni d'une canne, murmura « Mon Dieu ». Jamal ne courut pas. Il ne parla pas. Il recula d'un pas, veillant à ne pas toucher le corps, et leva de nouveau les yeux vers le soleil, comme pour vérifier l'heure. Comme s'il se demandait combien de secondes un homme avait pour retrouver sa dignité avant que le monde ne la lui arrache à nouveau. Derrière lui, les sirènes n'avaient pas encore retenti, mais elles arrivaient. Il les sentait dans ses côtes, dans la chaleur qui montait du trottoir, dans les yeux de la foule qui se formait lentement. La ville s'était légèrement entr'ouverte. Et Jamal Carter était toujours debout. Le monde resta immobile un instant. Il restait suspendu entre des sirènes encore inaudibles et des décisions encore à prendre. Jamal resta immobile, le cœur battant la chamade comme un lent avertissement. Ses doigts se recroquevillèrent légèrement, comme s'il s'accrochait à quelque chose qui n'était pas là. Sa respiration était brève, non pas paniquée, mais mesurée, comme celle d'un homme qui l'aurait retenu trop longtemps et ne saurait comment expirer. Le trottoir sous ses pieds lui semblait trop solide et pourtant étrangement mou, comme si le temps lui-même avait relâché son emprise sur le sol. Autour de lui, les gens reprirent leur souffle. Un petit garçon, de l'autre côté de la rue, murmura quelque chose à sa mère, qui le serra contre elle sans répondre. Un barista en tablier vert sortit, téléphone à la main, les yeux écarquillés, les lèvres entr'ouvertes mais silencieuses. Quelque part, un chien aboya, aigu et incertain. Puis les voix revinrent. Douces d'abord, puis plus fortes, montant comme la marée. Quelqu'un dit, il vient de le lâcher. Une autre voix, tendue et proche, murmura, ce policier l'avait étranglé. Au fond de la foule, une femme demanda, quelqu'un a appelé une ambulance? Jamal entendit tout, mais ne se retourna pas. Son attention resta fixée sur le corps à ses pieds. Sur le sang qui coulait de la tempe de l'officier. Sur le poids de ce qui venait de se passer et sur ce que cela allait coûter. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais de quelque chose de plus complexe. Un mélange de choc, d'épuisement et du terrible soulagement que procure le fait de survivre à quelque chose dont on savait qu'il pouvait nous tuer. Il n'éprouvait aucune fierté. Et il n'avait pas honte non plus. Il ressentait une douleur sourde dans les côtes et une étrange clarté d'esprit. Comme si tout s'était affiné et s'était transformé en une vision douloureuse. Il murmura, ne cours pas. Ne leur donne jamais cette satisfaction. L'envie de fuir était là, remontant le long de son échine comme un vieil instinct. Mais il y résista. Au lieu de cela, il recula une fois, puis deux, et se laissa lentement tomber sur le béton. Assis en tailleur à côté de sa charrette renversée, les paumes à plat sur le sol. Les voix autour de lui s'intensifièrent. Les téléphones étaient levés. Les caméras filmaient. Il entendit quelqu'un dire « Il ne bouge pas », un autre dit « Bien ». Ce salaud l'a bien cherché. Jamal ferma les yeux une seconde, puis les rouvrit. Il ne voulait pas rater la suite.
l'air avait changé. Il était plus lourd, comme si la ville elle-même l'attendait. Un léger vent se leva, emportant une odeur de sang et d'oignons grillés jusqu'au pâté de maison. Une femme sortit d'un salon de coiffure et se figea à cette vue. De l'autre côté de la rue, un adolescent en sweat à capuche rouge le fixait, son téléphone enregistrant toujours, l'autre main serrée en un poing. Jamal soutint son regard un bref instant. Et le garçon hocha la tête, d'un seul coup, presque imperceptible. Ni d'approbation, ni de triomphe. Mais de compréhension, comme s'il voyait l'homme qu'était vraiment Jamal. Pas seulement l'instant présent à l'écran. Derrière lui, un homme cria « à l'aide ». Et Jamal acquiesça. Pourtant, il n'avait pas demandé d'aide. Celle dont il avait besoin ne viendrait pas avec des sirènes. Puis vint la voix, tremblante et tendue, pleine d'incrédulité. Est-ce qu'il vient juste de le poser comme ça? Jamal se retourna légèrement. Une femme blanche d'un certain âge, aux boucles argentées et aux lunettes de bibliothécaire, se tenait près du trottoir. Elle n'enregistrait pas. Elle ne criait pas. Elle regardait simplement. Ses deux mains serraient fermement son sac à main, comme si c'était le seul moyen de la rattraper. Leurs regards se croisèrent. Dans ce regard, il n'y avait aucun jugement, seulement de la tristesse. Elle murmura quelque chose que Jamal ne put tout à fait entendre. Peut-être était-ce « je suis désolé » ou peut-être « merci ». Difficile à dire. L'instant s'éternisa, s'étira entre eux, mais le temps finit par se rappeler sa place. Des sirènes lointaines ont commencé à résonner à travers les pâtés de maisons de la ville, rebondissant sur les bâtiments et se rapprochant avec la promesse indubitable de lumière clignotante et d'uniformes pressés. Jamal expira lentement et parla à voix haute, à personne et à tout le monde. Je ne voulais pas ça. Mais je suis toujours là. Il fouilla prudemment dans sa poche arrière et en sortit son permis, le tenant d'une main lâche, comme pour dire « voilà qui je suis. Voilà tout ce que j'ai toujours été. » Quelqu'un à proximité murmura « il n'essaie même pas de courir. » Une autre voix ajouta « cet officier l'a attrapé en premier. » Jamal ne répondit pas. Il resta assis là, baigné de soleil, entouré de pain à hot-dog renversé, de condiments éparpillés, d'un corps froissé et d'un poteau rouillé désormais marqué de rouge. Le poids du silence revint, mais cette fois, il était différent. Non pas lourd de peur, mais lourd de conséquences. Ce qui venait de se passer était irréversible. Mais peut-être, pouvait-on le comprendre. Une légère toux attira son attention. Le petit garçon de tout à l'heure, toujours accroché au manteau de sa mère, s'avança, puis s'arrêta. La mère s'accroupit à côté de lui et dit doucement. « Il va bien, ma puce. Cet homme n'a rien fait de mal. » Jamal les regarda et esquissa le plus petit sourire possible. Pas de joie. Pas de réconfort. Mais quelque chose qui ressemblait à de la gratitude. Que quelqu'un ait prononcé ces mots à voix haute signifiait quelque chose. Cela signifiait tout. Puis, à proximité, retentit le crépitement métallique d'une radio de police. Le bruit caractéristique des pneus sur la chaussée suivit. La première voiture s'est heurtée violemment au trottoir. Ses portes se sont ouvertes avant même qu'elle ne soit complètement arrêtée. Jamal ne bougea pas. Il garda les mains visibles. Son visage était calme. Sa voix était prête. Quoi qu'il advienne ensuite, il l'affronterait comme il l'avait affronté chaque matin avant celui-ci, avec une dignité portée comme une armure et la conviction inébranlable qu'aucune place d'homme sur un trottoir ne devrait jamais lui coûter son souffle. Au moment où la deuxième voiture de police a tourné au coin de la rue, le temps a de nouveau changé, non pas en termes de vitesse, mais de pression. L'air s'épaissit autour de Jamal, serrant sa poitrine. Il entendait le poids des pneus, la tension dans les pas avant même que les portes ne s'ouvrent. Au moment où deux officiers en uniforme se précipitèrent vers lui, le visage dur d'urgence, Jamal savait déjà ce qui allait arriver. La foule avait grossi. Elle formait un demi-cercle lâche le long du trottoir. Certains croisaient les bras. D'autres serraient leur téléphone. Quelques-uns retenaient leur souffle, comme si seul le silence pouvait arrêter l'inévitable. Jamal n'a pas résisté quand ils l'ont attrapé. Il n'a pas parlé quand ils lui ont tiré les bras derrière le dos et l'ont poussé au sol. Sa joue heurta violemment le béton chaud. Il y avait encore une légère odeur d'huile de cuisson et de poussière de ville. Ses lunettes se sont fissurées sous son visage, le verre droit se projetant vers l'extérieur comme une explosion silencieuse. Il ferma les yeux une seconde pour s'accrocher à l'image du dessin de son petit-fils,
toujours collé à l'intérieur du chariot. Un officier a aboyé, ne bougez pas, alors que Jamal n'avait pas bougé du tout. Un autre a crié, les mains dans le dos, alors même que ses poignets étaient déjà enfermés dans des menottes en plastique, plus serrées que nécessaire. La foule a réagi, non pas avec rage, mais avec incrédulité. Comme si elle ne parvenait pas à croire que ce dont elle était témoin était réel. Une voix de femme retentit, il n'a rien fait. C'est le policier qui l'a attaqué en premier. Quelqu'un d'autre a crié, vérifiez les caméras. Les officiers les ignorèrent. Leurs yeux restèrent fixés sur Jamal. Rien d'autre. Celui qui pressait Jamal contre le trottoir se pencha plus près et siffla. Tu penses que ça te donne le droit d'agresser un policier? Jamal ne répondit pas. Sa bouche était sèche. Son cœur battait à un rythme lent et lourd. Il avait appris depuis longtemps que rien de bon ne résultait de parler trop tôt ou trop fort. Il sentit l'officier le soulever brutalement par les bras, le tirant sur ses pieds d'une poigne méchante. Ils le tournèrent vers la voiture de patrouille. Son chariot était renversé. La nourriture était éparpillée sur le trottoir, tels des fragments de sa fierté. Il vit le grill couché sur le côté, de la fumée s'échappant faiblement d'un coin de la boîte en acier. D'une certaine manière, cette vision le frappa plus fort que la main qui lui enfonça la tête dans le siège arrière. À travers la fenêtre fissurée, Jamal aperçut le poteau, la bosse, le sang et la forme immobile de Malalri, face contre terre. Ses yeux étaient fermés. Sa mâchoire était relâchée. À l'intérieur de la voiture, le froid frappait plus fort que prévu. Le climatiseur sortait des bouches d'aération poussiéreuses, bourdonnant comme de l'électricité statique entre les éclats de bavardage radio. Jamal était assis, immobile. Ses mains étaient engourdies derrière lui. Son dos était enfoncé dans du vinyle craquelé. Il essayait de contrôler sa respiration, lente et délibérée, mais ses côtes lui faisaient mal à chaque inspiration. À travers le pare-brise, il vit d'autres policiers arriver. Leurs véhicules étaient alignés le long du pâté de maison, telle une barricade. Des lumières clignotantes dansaient sur les fenêtres, envoyant des motifs changeants sur les enseignes des magasins et les voitures garées. Une femme en robe jaune se tenait près du coin, enregistrant silencieusement. Sa main tremblait légèrement tandis qu'elle tenait fermement le téléphone. Les minutes passèrent, même si elles semblaient durer des heures. Puis la porte arrière s'est ouverte sans prévenir. Un grand officier aux cheveux argentés et portant un badge sur lequel était écrit « Lieutenant Sanderson » le regarda. Ses yeux scrutèrent le visage de Jamal, non pas avec compassion, mais avec calcul. Il a dit catégoriquement « Vous êtes arrêté pour agression sur agent. Vous comprenez ça ?» Jamal lécha ses lèvres sèches et répondit. « Faites ce que vous avez à faire. Assurez-vous simplement de diffuser les images. » Le lieutenant ne répondit pas. Il ferma la porte. Alors que la voiture s'éloignait, la ville devenait floue. Les arbres se courbaient sous le vent. Les panneaux clignotaient. Les gens fixaient la scène comme des acteurs figés au milieu d'une scène. Jamal appuya sa tête contre la fenêtre et ferma les yeux. Il pensait à sa femme, partie depuis 3 ans maintenant. Il se demandait ce qu'elle aurait dit si elle avait été à ses côtés. Probablement, tu as fait ce que tu avais à faire, ou peut-être, tu n'aurais pas dû le laisser s'approcher autant. Mais il savait une chose avec certitude, elle lui aurait tenu la main, même maintenant, même avec les menottes. Au commissariat, les lumières fluorescentes frappent fort. Tout sentait la vieille moquette, le café brûlé et la sueur. L'agent au comptoir de réservation n'a pas levé les yeux lorsqu'elle lui a demandé son nom. Jamal Carter, dit-il clairement. Né le 7 septembre 1961. Ses doigts claquaient sur le clavier, indifférents. Ils ont pris ses empreintes digitales et ses lacets. Il a finalement retiré les menottes, même si ses poignets avaient déjà commencé à gonfler. Un jeune officier est venu l'escorter jusqu'au lieu de détention. Homme noir, début trentaine. Uniforme propre. Yeux fatigués. Alors qu'il marchait dans le couloir, le jeune homme dit doucement. On a vu la vidéo. Ça va? Jamal le regarda, incertain s'il s'agissait d'un piège ou d'une lueur d'humanité. Je respire, répondit-il. C'est plus que ce à quoi je m'attendais. L'officier fit un léger signe de tête mais n'en dit pas plus. Il conduisit Jamal dans une petite cellule. Mur en ciment. Banc en acier. Toilette sans siège. Avant de verrouiller la porte, il hésita, puis dit. Tu as des gens là-bas? Jamal a demandé, quelle personne?
L'officier haussa les épaules. Les amis. Des voix. Cette vidéo est déjà sortie. Lorsque la porte se referma derrière lui, Jamal s'assit lentement. Le banc était froid. La lumière bourdonnait au-dessus de ma tête. Pour la première fois depuis que c'était arrivé, il s'est laissé ressentir tout cela. Pas seulement les bleus, mais le fardeau. Les années de silence. Les compromis. Avaler chaque insulte, chaque regard en coin, chaque pas supplémentaire juste pour être considéré comme inoffensif. Et aujourd'hui, il s'est ouvert. Il ne savait pas ce qui allait suivre. Mais il savait que le mensonge était terminé. Les heures passaient à un rythme étrange, mesurées non pas par des horloges, mais par des lumières vacillantes et des claquements de porte au loin. Jamal était assis sur le banc, le dos contre le mur, les genoux légèrement repliés, les mains posées sur ses genoux comme s'il tenait quelque chose de fragile qu'il ne pouvait pas nommer. Le froid s'insinuait dans ses os. Mais ce n'était pas le froid qui le faisait frissonner. C'était l'attente. L'inconnu. Le silence. De temps en temps, des rires résonnaient dans le couloir. Les voix allaient et venaient comme des ombres sur l'eau. Il ferma les yeux, rejouant le coin de la rue, image par image. La prise sur son col. La pression sur sa gorge. La fissure contre le poteau. Le rouge. Jamal ne regrettait pas de s'être défendu. Mais il ne pouvait pas arrêter la question. Et s'il n'avait pas bougé? Est-ce que quelqu'un s'en serait soucié? Il était encore en train de le retourner lorsque la porte de la cellule s'ouvrit en grinçant. Un jeune officier est entré. Grand. Mince. Peau foncée. Début trentaine. Uniforme croustillant. Expression prudente. Jamal se redressa mais ne se leva pas. L'officier hésita, puis dit doucement. Monsieur Carter, je suis l'agent Moss. Je voulais juste prendre de vos nouvelles. Jamal étudia son visage avant de répondre. J'ai connu des jours meilleurs, mon fils. Moss fit un petit sourire crispé. Oui. J'imagine. Il y eut une pause. Le genre de silence qui s'éternise, non pas parce que personne ne sait quoi dire, mais parce que les deux parties évaluent le prix à payer pour le dire. Puis Moss s'est approché et a baissé la voix. J'ai vu les images de la caméra du lampadaire. C'est clair, très clair. Il vous tenait dans une prise d'étranglement avant que vous ne le touchiez. Jamal retint son souffle un instant, mais garda un ton calme. Alors pourquoi suis-je ici et pas lui? Moss baissa les yeux, puis s'appuya contre le mur d'en face, les bras croisés. Parce que le badge protège encore certaines personnes plus que d'autres. Mais nous ne sommes pas tous aveugles. Pendant un long moment, aucun des deux hommes ne parla. Le bourdonnement de la lumière au-dessus de leur tête emplissait l'espace entre eux comme une fine couche d'électricité statique. Finalement, Jamal dit, j'ai vu plus de salles d'audience que je n'en aurais jamais voulu, mais je n'aurais jamais cru en voir une de ce côté-ci des barreaux. Moss leva les yeux, d'une voix douce. Votre fille est déjà en route. Angela Carter, c'est ça? Avocate spécialisée dans les droits civiques. Jamal hocha la tête. Oui, elle a du feu en elle, plus que moi, peut-être. Moss hocha lentement la tête. C'est bien. Vous allez en avoir besoin. Tout ça, c'est déjà connu. La vidéo est devenue virale. Les médias commencent à en parler. Ce n'est plus seulement ton histoire. Jamal s'adossa au mur et laissa la vérité s'installer. Au moment où la tête de Mallory heurta le poteau, quelque chose s'était brisé. Pas seulement l'emprise d'un homme ou un silence public, mais quelque chose de plus profond, quelque chose de collectif. La blessure n'était plus seulement la sienne, et les regards qu'il observait n'étaient plus seulement des témoins. Ils étaient juges, alliés, ennemis, et tout ce qui se trouve entre les deux. Moss jeta un coup d'œil vers le couloir, puis le regarda de nouveau. Les affaires internes fouinaient. Certains à l'étage sont mécontents de la vitesse à laquelle la situation se propage, mais d'autres, eux aussi, observent la situation en silence. Jamal haussa un sourcil. Alors, quel est le plan? Me garder ici jusqu'à ce que ça passe. Moss secoua la tête. Non, monsieur. Ça ne passera pas. Et franchement, je ne pense pas qu'il le veuille. Tu vas faire la une des journaux, que ça te plaise ou non. Un profond soupir s'échappa de la poitrine de Jamal. Il se frotta l'arête du nez d'une main, sentant la raideur de ses épaules,
la douleur derrière ses yeux. Je ne voulais rien de tout ça. Je voulais juste vendre ma nourriture et rentrer chez moi, nourrir les gens, et peut-être voir mon petit-fils après l'école. La voix de Moss s'adoucit. Je sais. Et il y a plus de gens qui le voient qu'on ne le pense. Jamal le regarda attentivement. Vous êtes l'un d'eux? Moss hocha la tête. Oui, monsieur, je le suis. Pendant quelques secondes, la cellule ne parut plus aussi froide. Non pas que quelque chose ait changé, mais parce que quelqu'un avait crié la vérité à voix haute. C'était plus important que Jamal ne voulait l'admettre. Moss se dégagea du mur et se dirigea vers la porte. Ils vont probablement te faire monter bientôt. Peut-être commencer les démarches administratives. Tu seras traduit en justice demain, mais ta fille fait tout pour te faire libérer avant. Jamal se leva lentement, étirant les jambes. Tu crois qu'ils vont l'écouter? Moss entr'ouvrit la porte et jeta un coup d'œil en arrière. Ils n'auront pas le choix. Pas sous les yeux de toute la ville. Alors que la porte se refermait derrière lui, Jamal se rassit, mais cette fois, il ne s'affaissa pas. Il se redressa, les mains soigneusement jointes sur ses genoux, le regard fixé sur les barreaux d'acier devant lui. Le silence revint, mais il ne ressentit plus l'isolement. Il ressentit le calme avant quelque chose de plus grand, de nécessaire. Il repensa à la voix de sa fille au téléphone la dernière fois qu'ils se sont parlé, ce mélange de dureté et d'amour qu'elle portait toujours. Il l'imagina franchir les portes du tribunal dans son tailleur bleu marine, les yeux brillants de défi. Il ignorait ce que les heures suivantes lui réserveraient, ni quel bruit le monde ferait en réponse. Mais il savait une chose. Il ne s'était pas incliné. Il n'avait pas fui. Et quelque part dans cette vérité se cachait le début de quelque chose qu'il ne pouvait encore nommer. Lorsque Jamal fut installé à l'étage, la ville avait déjà commencé à bouger. Pas encore sous les sirènes ni les manifestations, mais sous un léger tremblement. Le genre de pression qui s'accumule sous les conversations, derrière des portes closes et entre les lignes des gros titres à venir. Dans la petite salle de traitement, il était assis, les mains posées calmement sur la table métallique, les épaules droites, le souffle tranquille. En face de lui, une employée au visage pâle et aux yeux fatigués levait à peine les yeux de l'écran tandis qu'elle tapait. Le bourdonnement de l'écran et le vrombissement de la lumière du plafond emplissaient la pièce comme des parasites, et derrière la porte, des voix étouffées échangeaient des chuchotements comme des paris. Ce fut l'agent Moss qui revint, un dossier à la main, la démarche un peu pressée. Il ouvrit la porte, fit un pas à l'intérieur et hocha la tête. Quelqu'un vous attend. Un avocat. Jamal se leva lentement, la raideur de ses articulations lui rappelant chaque année qu'il avait passé sans se plaindre. Tandis que Moss le guidait dans le couloir, la station semblait plus animée qu'avant. Plus de regards, plus de tension, plus de gens faisant semblant de ne pas regarder. Jamal ne parla pas, et Moss ne s'expliqua pas, mais les deux hommes sentirent le changement dans l'air en approchant de la pièce au bout du couloir. Quand la porte s'ouvrit, Angela était déjà debout, les bras croisés sur la poitrine, son téléphone à la main, la mâchoire serrée. Son blazer bleu marine était froissé par le voyage, ses talons poussiéreux. Mais sa posture était inébranlable, comme celle d'une femme qui a traversé tous les obstacles qu'on pensait pouvoir l'arrêter, et qui a constaté que cela ne faisait qu'aiguiser son pas. Jamal ne l'avait pas vue en personne depuis 6 mois. Et pendant une seconde, il ne put que sourire. Angela leva les yeux plissés d'inquiétude et de fierté à la fois, puis expira lentement. « Tu as une mine d'enfer, dit-elle en s'avançant. Jamal eut un petit rire sec et bas. « Ça me semble juste. » Elle ne le serra pas dans ses bras. Ni ici ni maintenant. Au lieu de cela, elle lui tendit une bouteille d'eau, puis se retourna vers le dossier qu'elle avait étalé sur la table. « J'ai déjà déposé une demande de libération immédiate en attendant son examen. La vidéo est partout sur les réseaux sociaux. La presse frappe à la porte. Des associations de défense des droits civiques m'entourent et 3 journalistes réclament des dépositions. Papa, tu n'es plus un homme en cellule. Tu es une histoire. Et la façon dont nous gérons la suite compte. » Quelques membres du public avaient trouvé place au fond, certains tenant de petits carnets, d'autres observant simplement, les bras croisés. Près de l'avant, un groupe de journalistes était assis en silence, leurs appareils photo posés sur leurs genoux comme des armes prêtes à être dégaînées. Jamal était assis tranquillement à côté d'Angela à la table de la défense, les mains jointes, la posture ferme, même si chaque respiration était laborieuse. De l'autre côté de la salle, le procureur entra,
un dossier à la main et la démarche assurée de quelqu'un habitué aux victoires faciles. Il ne regarda pas Jamal. Il n'en avait pas besoin. Pour lui, c'était la routine, juste une affaire de plus, floue parmi des dizaines, réduite à des noms et des numéros. Mais ce n'était pas un cas comme les autres. Pas aujourd'hui. Pas avec la vidéo déjà diffusée sur tous les grands réseaux d'information, déjà partagée des millions de fois avec les mots « étranglement » et « légitime défense » gravés dans l'esprit du public. La juge entra ensuite, une femme d'une soixantaine d'années aux cheveux argentés tirés en deux et au regard scrutant la pièce comme un phare, calme, perçant hélas. Angela se pencha légèrement vers Jamal et murmura « Elle est juste. De la vieille école. Mais elle écoute. Ne vous inquiétez pas des caméras. Soyez simplement présent. » Il hocha la tête. « J'ai connu des chambres pires, dit-il doucement. » Elle esquissa un léger sourire et tourna son attention vers l'avant. Lorsque le juge a ouvert l'audience, la salle s'est effondrée dans un silence à la fois sacré et tendu, comme si tout le monde attendait que quelque chose se brise. L'accusation a pris la parole en premier, exposant un récit mince comme du papier. Un vendeur avait refusé d'obéir à des ordres légaux, il avait résisté à son arrestation, un policier avait été blessé lors de la bagarre. Les mots flottaient comme des échos venus d'un monde lointain. Jamal resta assis, immobile, le visage indéchiffrable, les doigts délicatement pressés contre le bord de la table. Puis Angela se leva. Ses talons claquèrent doucement tandis qu'elle se dirigeait vers le centre de la salle d'audience. Sa voix, calme et posée, tranchait le silence comme l'acier. Elle n'a pas commencé par la loi, mais par la vérité. Mon client est un père de famille de 62 ans. Grand-père, ancien combattant, vendeur agréé depuis plus de 20 ans. Elle s'arrêta. Il a été étranglé par un policier aux antécédents de mauvaise conduite. Il s'est défendu. La vidéo n'est pas contestée. Notre question n'est pas de savoir s'il a survécu, mais si c'était son intention. Elle fit un signe de tête vers l'écran qui apparut dans la pièce. Les images étaient diffusées sans le son. L'étranglement. Les mouvements. Le poteau. La foule. Le silence. Il n'y avait aucun trucage de caméra. Aucun angle. Juste un fait brutal et indéniable, enregistré par la surveillance de la ville elle-même. À la fin de la vidéo, personne ne bougea. Le procureur remua ses papiers. Le juge cligna lentement des yeux et expira. Angela continua, la voix inébranlable. Il n'a pas pris la fuite. Il n'a pas riposté avec colère. Il est resté immobile et a attendu que la justice fasse éclater la vérité. Aujourd'hui, nous demandons à ce tribunal d'en faire autant. Jamal sentit quelque chose bouger dans la salle, non pas parmi les avocats ou les fonctionnaires mais parmi les spectateurs. Une ondulation, lente et lourde, se propageant de l'arrière vers l'avant. Il leva les yeux et vit le jeune homme au sweat à capuche rouge de ce jour-là. Assis en silence, l'observant. Et à côté de lui, la vieille femme qui avait crié pendant l'arrestation. Ses mains étaient jointes comme si elle se tenait à une prière. La juge s'est éclairci la gorge, a ajusté ses lunettes et s'est adressée à la salle d'audience. Ce tribunal reconnaît la vidéo comme preuve principale. Il reconnaît également que le comportement de l'agent est préoccupant et probablement excessif. Compte tenu des faits et de l'examen actuel du parquet, cette affaire ne donnera pas lieu à une mise en examen pour le moment. Monsieur Carter est relaxé de ses accusations, dans l'attente d'une enquête interne. Il n'y avait pas d'acclamation. Pas de cri. Juste un souffle partagé et lourd, s'élevant comme de la vapeur. Jamal se leva lentement. Angela lui toucha le bras. Et pendant un instant, il laissa le soulagement l'envahir, le faire vibrer, libérer ce qui était figé depuis des jours. Le juge le regarda droit dans les yeux avant de se lever. Monsieur Carter, ce tribunal n'oubliera pas votre visage. Ce n'était pas une menace. C'était une promesse. Dehors, le ciel avait changé. Le gris se fendait, laissant place à la lumière. Les marches du palais de justice étaient bondées, mais calmes. Les gens se tenaient en groupe silencieux, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Vérité » et « Justice pour Jamal ». Angela marchait à côté de lui. « C'est un pas » dit-elle. Il hocha la tête. « Ça suffit pour aujourd'hui. » Et tandis qu'il traversait les caméras, les murmures et les mains tendues, Jamal sentit le poids dans sa poitrine se déplacer à nouveau. Pas disparu. Pas effacé. Mais partagé maintenant.
morceau par morceau. Avec ceux qui commençaient enfin à voir. À l'intérieur du commissariat, le silence régnait plus fort que n'importe quelle sirène. L'agent Moss marchait dans le couloir, les mains enfouies dans son gilet. Chaque pas était prudent, comme si le sol allait céder. Autour de lui, le commissariat bourdonnait d'une fausse routine. Les téléphones sonnaient. Les papiers se bousculaient. Les radios bourdonnaient doucement. Mais personne ne riait. Personne n'osait mentionner ce qui flottait dans l'air comme de l'électricité statique. Derrière les portes closes, les vraies conversations se déroulaient. Des regards au lieu de salutations. Des murmures tranchants et lourds de conséquences. Des rumeurs circulaient à propos de la vidéo. 10 millions de vues, et ce n'est pas fini. Et à propos de l'officier toujours en congé maladie, toujours silencieux, toujours invisible depuis le jour où tout s'est effondré. Moss entra dans la salle de repos. Le sergent Holloway se tenait près de l'évier, un café à la main, les yeux rivés sur le mur comme s'il contenait des réponses. « Tu as vu le dossier » demanda Holloway sans se retourner. Moss s'appuya sur le cadre. « Celui de Mallory ?» Holloway hocha la tête, but une gorgée et reposa sa tasse. 12 plaintes. 2 concernaient des violences physiques. Une concernait un enfant. Il s'arrêta. Ils ont tous été enterrés. Moss expira et se frotta le cou. Et maintenant, c'est notre problème. Holloway se tourna vers lui. Ça a toujours été notre problème. On a juste arrêté de l'appeler comme ça. Cet après-midi-là, une enveloppe scellée arriva aux affaires internes. Sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran de SMS, des numéros de dossier et un résumé des agissements de Mallory. Les horodatages racontaient une histoire que personne d'autre n'avait osé raconter. La tendance était indéniable. Un homme protégé par le silence. Renforcé par l'apathie. Renforcé par un système qui craignait le prix de la vérité. Sur la dernière page, 5 mots manuscrits. Fini de te cacher. Commence ici. À la gare, Moss était assis dans sa voiture de patrouille, le moteur éteint, le pouce sur l'écran de son téléphone. Puis, il a appuyé sur envoyer. Le message a été envoyé à un ancien camarade de classe, désormais dans le bureau du chef. Les images. Les notes. Une seule ligne. Tu ne tiens pas ça de moi. Une pause. Puis la réponse. Compris. Je vais le faire remonter. Ailleurs, un jeune policier se tenait devant la salle d'épreuve. Écouteur pendant. Les yeux scrutant une liste. Il s'arrêta lorsqu'un nom lui sauta aux yeux, un adolescent latino. Plainte déposée. Dossier marqué, non concluant. Enregistrement effacé. Déposition disparue. Maintenant, sous un autre jour, ces espaces n'étaient plus vides. C'étaient des empreintes digitales. Au bout du couloir, une policière était assise à son bureau et regardait la fiche du code de conduite du commissariat. Des mots comme « intégrité » et « responsabilité » en caractères bleu gras. Elle était là ce jour-là. Elle avait entendu l'appel radio. Elle avait choisi de ne pas répondre. Non pas par indifférence. Mais parce que Mallory était là. Et quand il était impliqué, les choses ne se terminaient jamais bien. La culpabilité s'installa comme une pierre qu'elle ne savait pas porter. Elle prit son stylo. Elle ouvrit un rapport d'incident vierge. Et commença à écrire. 2 étages plus haut, le bureau du syndicat était immobile. Mais le silence ne signifiait pas la paix. Cela signifiait que le jour du jugement était proche. Leur équipe juridique avait visionné les images et savait que cette affaire n'était pas de celle qu'ils pouvaient manipuler. Mallory avait agi de manière imprudente, hors contexte et bien au-delà des limites de la force légitime. Mais l'admettre publiquement signifiait plus que la perte d'un seul policier. Cela signifiait reconnaître combien d'avertissements avaient été ignorés, combien de voix avaient été écartées, combien d'affaires avaient été discrètement réorientées à huis clos. Certains au sein du service ont commencé à murmurer le mot « responsabilité ». D'autres ont murmuré quelque chose d'encore plus lourd, « exposition ». Au crépuscule, le bâtiment ressemblait à un barrage fissuré. La paperasse s'accumulait. Les agents faisaient profil bas. Les conversations devenaient saccadées et prudentes. Et au-dessus de tout cela planait une peur sourde et grandissante, cette fois, le silence ne suffirait pas à les protéger.
Que le système derrière lequel il s'était caché pendant des décennies commençait enfin à céder. Moss était assis seul dans les vestiaires, fixant son reflet dans la porte métallique, entendant sa propre respiration plus forte que le bourdonnement de la bouche d'aération. Il repensa à Jamal, à l'image qu'il avait eue dans sa cellule. Ni brisé, ni en colère, mais simplement las de supporter le poids du déni des autres. Il repensa à la voix basse d'Angela, ils n'auront pas le choix, et à quel point elle avait raison. Il ferma les yeux, laissa le silence s'étendre et murmura à personne, ça commence à craquer. Et quelque part au fond du commissariat, au-delà des bureaux verrouillés et des mots de passe administratifs, la première notification officielle des affaires internes s'est allumée sur l'écran d'un superviseur. L'objet du message était « Lancer une enquête de niveau 3 ». Agent Brett Mallory. Des réunions de contrôle des dégâts avaient déjà été programmées, mais la vérité avait déjà traversé les murs du bâtiment et était tombée entre les mains d'un public qui n'allait pas cesser de regarder. Angela Carter se tenait sur les marches du tribunal, sa veste de tailleur flottant légèrement au vent, son expression calme mais d'une fermeté inébranlable, comme gravée dans quelque chose de plus ancien que la colère. Elle ne portait pas d'estrade, ne lisait aucun document, n'élevait pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. La foule rassemblée devant elle se tenait épaule contre épaule. Non pas le poing levé, mais le téléphone levé, le visage solennel, le silence pesant autour d'eux comme une question en attente de réponse. Les objectifs des appareils photo brillaient au soleil comme 1000 petits yeux, capturant non seulement une conférence de presse, mais aussi un règlement de compte. Mon père ne représentait aucune menace, commença-t-elle d'une voix ferme et claire, telle une cloche venue des profondeurs de la terre. Il ne résistait pas. Il n'était pas hostile. Il respirait. Et quand cela est devenu un problème, il a défendu son droit à vivre. Elle s'arrêta, laissant les mots se déposer dans la foule comme des pierres tombées dans une eau calme, ondulant vers l'extérieur. Qu'aurais-tu fait si quelqu'un avait passé son bras autour de ton cou et t'avait pris ton air sans prévenir? Derrière elle, les portes du palais de justice restaient fermées, mais elle sentait le bâtiment s'appuyer contre ses mots, comme si même les murs s'étaient lassés de contenir des secrets. Jamal se tenait juste derrière elle, les mains détendues, les épaules droites. Il ne regardait pas les caméras. Elle scrutait les visages dans la foule, se demandant si son histoire était vraiment devenue la leur. Angela a continué. Il ne s'agit pas d'un seul mauvais policier. Il s'agit du silence qui le protège. Il s'agit de la culture qui nous apprend à considérer la retenue comme une agression et la dignité comme une provocation. Des hochements de tête ont commencé à se faire entendre dans la foule. Une infirmière en tenue d'hôpital s'est essuyé les yeux. Un adolescent tenait une pancarte en carton sur laquelle était écrit « Respirez avec honneur ». La voix d'Angela ne vacillait jamais. Elle avait parlé à des sénateurs, à des juges de circuit, mais là, c'était différent. C'était sacré. C'était personnel. Et pourtant, il ne lui appartenait plus à elle seule. Sous la tente de presse, les équipes de presse se bousculaient. Les analystes murmuraient des statistiques. Les rédacteurs coupaient des citations. Quelque part, un producteur lança « On a quelque chose ». Mais dehors, personne ne bougeait. Pas même le vent. Jamal écoutait sa fille et repensait à la première fois où, à 10 ans, elle s'était levée devant une classe pour expliquer pourquoi la politique de suspension scolaire punissait plus sévèrement les enfants noirs. Il ne le lui avait jamais dit, mais il avait pleuré dans son camion ce jour-là. Elle était née pour se dresser face à l'injustice et la faire taire. Angela a terminé sans crescendo. Nous ne demandons pas vengeance. Nous exigeons des comptes. Ce qui fait la différence, c'est l'avenir. Elle se retourna et marcha vers son père. Jamal la rejoignit à mi-chemin. Elle ne l'a pas serré dans ses bras, pas sous les yeux du monde entier, mais a posé doucement sa main sur son cœur. « Tu as commencé quelque chose de réel », murmura-t-elle. Il hocha la tête, la voix basse. « Je ne voulais pas. » Elle secoua la tête. « Mais tu l'as fait. Et ils le savent. » Son téléphone vibra sous sa veste. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, NBC, CNN, le bureau du procureur général de l'État, tous les appels étaient en cours. Jamal la regarda, les yeux fatigués. Que se passe-t-il ensuite? Angela croisa son regard. On maintient la pression. On leur montre que ce n'était pas un accident. On s'assure que tout le monde sait que ça n'a pas commencé la semaine dernière. Cette nuit-là, dans leur chambre de motel commune, Angela veilla tard. Le bureau était encombré de dossiers ouverts,
d'onglets d'ordinateur clignotants et d'un sachet de graines de tournesol à moitié mangé qu'elle piochait distraitement. Elle a tracé le dossier de Mallory avec un stylo rouge, soulignant les schémas, chaque plainte pour usage excessif de la force, chaque compte-rendu disparaissant, chaque examen interne qualifié de non concluant. L'affaire n'était plus une question de légalité. Il s'agissait de révéler l'existence de ces flammes. Il s'agissait de prouver que de nombreuses personnes avaient vu l'incendie bien avant que quiconque ne le qualifie de fumée. Vers minuit, Jamal entra avec 2 tasses de café de station-service. Il en plaça une à côté d'elle et s'assit sans un mot. Pendant un moment, ils restèrent silencieux. La lumière du motel bourdonnait doucement. Le climatiseur toussait toutes les 2 ou 3 minutes. Jamal a alors demandé, « Tu as peur ?» Angela sirota son café et réfléchit une seconde. « Je n'ai pas peur, » dit-elle doucement. « Je suis juste réveillée. » Il se pencha en arrière, les yeux fermés, une main sur sa poitrine. « Je n'arrête pas de penser à ce garçon, » murmura-t-il. Angela pencha la tête. « Lequel ? » « Celui qui a filmé. » Redou dit. « Il n'a pas bronché. Il a tout vu. » Elle hocha la tête. « Je l'ai revu. Au premier rang du tribunal. » Jamal ouvrit les yeux. « Tu penses qu'il croit que c'est important ?» Angela n'a pas réagi immédiatement. Puis elle a dit, « Il est resté. » C'est sa réponse. Aux premières heures du matin, alors que la ville dormait encore, Angela a commencé à rédiger des lettres adressées au conseil municipal, au maire, au conseil de surveillance civile de l'État. L'entête était audacieux. Le langage était concis. L'intention, sans équivoque. Il ne s'agissait pas de négociation, mais de permanence. Elle a écrit, « Nous exigeons un examen complet des plaintes déposées auprès du service, une interdiction permanente des prises d'étranglement et l'accès du public aux antécédents disciplinaires des agents. » Ce n'est pas une simple demande. C'est le début d'une réforme. Lorsqu'elle ferma enfin son ordinateur portable et s'allongea sur le lit à côté de celui de son père, le silence n'était pas vide. Il était intentionnel. Il avait du poids. Et dehors, la ville attendait non plus silencieusement, mais avec le souffle de gens qui avaient vu la vérité et refusaient de détourner le regard. Le matin du jugement fut calme, mais pas serein. La ville retenait son souffle, comme quelqu'un qui se préparait à une nouvelle qu'il connaissait déjà au fond de lui. Des nuages bas planaient au-dessus du palais de justice, ternes et lourds, comme le poids de tout ce qui restait à dire. Jamal était assis sur le siège passager de la voiture d'Angela, regardant les gouttes de pluie se poursuivre sur le pare-brise. Ses mains reposaient vaguement sur ses genoux, mais son esprit tournait plus vite qu'il ne pouvait suivre, des souvenirs, des questions, des hypothèses qui ne l'avaient pas laissé se reposer depuis des jours. Angela se gara en silence. Elle coupa le moteur et le regarda. « Tu es prêt ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais ferme, comme un fil qui le maintenait en place. Jamal ne répondit pas tout de suite. Il observa les marches du palais de justice, l'agent de sécurité arpentant l'auvent, les premiers journalistes installant leurs trépieds dans la brume. Finalement, il a dit « non. Mais j'irai quand même. » Angela hocha la tête, attrapa sa mallette et ouvrit la porte. « C'est tout ce qu'on fait. On y va quand même. » À l'intérieur, la salle d'audience vibrait de tension. Des murmures se faisaient entendre dans les mains jointes. Des chaussures effleuraient le sol. Des doigts tapotaient les écrans. Les bancs étaient pleins. Des visages du quartier, des médias, des écoles. Attirés non par le devoir, mais par quelque chose d'humain, la curiosité, peut-être. Ou la conscience. Jamal était assis à côté d'Angela à la table de la défense. Sa respiration était calme. Sa posture, ferme. Sa concentration, imperturbable. En face d'eux, la procureure était assise, le regard dur, les lèvres pincées. Elle semblait connaître l'issue du combat, mais devait quand même terminer sa représentation. Jamal ne la détestait pas. Il ne ressentait même pas de colère. Juste de l'épuisement. Usé non pas par des jours, mais par des décennies. La juge entra, la même femme que lors de l'audience. Ses cheveux argentés étaient tirés en arrière, sa robe impeccable, son expression indéchiffrable. Tout le monde se leva. Tout le monde s'assit. Le silence suivit. Elle commença à lire, la voix posée, expérimentée, ancrée dans l'autorité. Le tribunal a examiné l'intégralité des séquences vidéo, les antécédents personnels du défendeur,
le dossier de l'agent qui a procédé à l'arrestation et les témoignages de la communauté. Elle s'arrêta, les yeux scrutant la pièce avant de revenir à la page. Les preuves démontrent un recours excessif à la force de la part de l'agent Brett Mallory, y compris dans ce cas. Le tribunal a jugé que M. Jamal Carter avait agi pour défendre sa vie et en réponse à un usage illégal de la force. Personne n'a applaudi. Personne n'a applaudi. Toute la salle expira. Le juge leva les yeux. Monsieur Carter, le tribunal vous déclare non coupable de tous les chefs d'accusation. Vous êtes libre de partir et votre casier judiciaire est entièrement effacé. Jamal cligna lentement des yeux, quelque chose se relâchant au plus profond de sa poitrine, un nœud qu'il ne savait pas comment nommer. Angela posa sa main sur son bras pendant un instant, puis resta à ses côtés pendant qu'ils rassemblaient leurs affaires. Le juge a continué. En outre, ce tribunal renvoie le cas de l'agent Mallory aux affaires internes et au conseil de surveillance de l'État pour examen et mesures disciplinaires. Son comportement, filmé et confirmé par les témoignages, justifiait une enquête distincte. Jamal ne souriait pas. Il ne bougeait pas, mais il sentait le poids de ses mots l'envelopper comme une seconde peau, non pas une absolution, mais une reconnaissance. Et pour l'instant, c'était suffisant. Devant le palais de justice, la pluie avait enfin cessé. Le ciel restait gris, mais l'air semblait plus léger, comme si les nuages avaient libéré quelque chose qu'ils avaient emporté trop longtemps. Des gens se tenaient de nouveau sur les marches du palais de justice, certains avec des appareils photos, d'autres les bras croisés et pleurant en silence. Un enfant fit un signe de la main. Une femme âgée déposa un petit bouquet de marguerites en bas de la marche. Personne ne parla fort. Personne ne se détourna. Angela guida son père dans les escaliers, lui caressant doucement le dos d'une main. « Tu as réussi, dit-elle. » Jamal secoua légèrement la tête. « Non, répondit-il. On l'a fait. » Les journalistes lançaient des questions, mais aucun ne s'arrêta. Un micro s'approcha. Jamal s'arrêta un instant, regarda l'objectif et dit « Je respire encore. » C'est l'essentiel. Le reste, c'est à toi de jouer. Puis il avança, lentement mais sûrement, dans un monde qui, pendant un moment rare et silencieux, l'avait enfin écouté. Une semaine après le verdict, l'angle des rues Maple et Eastern semblait inchangé à première vue. Les trottoirs présentaient toujours les mêmes fissures. Les devantures clignotaient toujours de néons fatigués. Mais quelque chose avait changé. Les gens marchaient plus lentement, plus posément, comme s'ils comprenaient que le sol avait une signification. Jamal revint juste après le lever du soleil, les mains dans les poches de sa veste, debout près du passage piéton où tout avait commencé. Son chariot n'était pas encore arrivé, mais il avait besoin de revoir cet endroit non pas comme une victime, ni comme un titre, mais comme un homme qui reprend sa place. Un camion de voirie passa en grondant. Quelques joggeurs saluèrent. Un livreur inclina sa casquette sans s'arrêter. Jamal resta silencieux, respirant l'air matinal, laissant le soleil lui réchauffer les joues. Le poteau où la tête de Mallory avait heurté la pierre tenait toujours debout. Quelqu'un l'avait nettoyé, repeint le sang séché, poli la rouille. Il paraissait plus neuf maintenant, mais la bosse persistait petite mais indéniable, comme une vérité que la ville tentait d'effacer en vain. À midi, Angela arriva, un presse-papier dans une main et son téléphone dans l'autre. Elle portait un blazer bleu plus ample sur un jean, les cheveux noués en un chignon souple. « Tu es prête ?» demanda-t-elle. Jamal sourit faiblement. « Je suis prête depuis plus longtemps qu'il ne le pense. » Ensemble, ils ont traversé la rue jusqu'au petit tronçon de trottoir où son permis de vendeur venait d'être rétabli, cette fois avec une année complète de protection et des excuses écrites de la ville. Le nouveau chariot est arrivé peu après 13 heures, descendu d'une remorque par 2 bénévoles du centre communautaire. Il était plus grand, fraîchement peint en blanc avec des bordures bleu marine, et le nom de Jamal était inscrit au pochoir en lettres capitales. Jamal S. Justice Dogs. Audacieux, sans vantardise. Il ne criait pas. Il disait simplement « Je suis toujours là ». Une foule s'est rassemblée, des voisins, des amis, des journalistes, et même le garçon au sweat à capuche rouge qui se tenait sur le côté, sirotant un soda, regardant avec une fierté tranquille. Jamal s'installa lentement, essuyant chaque surface, vérifiant le niveau de carburant, enclenchant les boutons. Chaque geste était précis, le rythme naturel, comme un langage dont ses mains se souvenaient encore. Lorsqu'il alluma le grill, un parfum d'oignons et d'épices se répandit dans l'air, attirant les passants curieux. Une jeune mère s'est approchée avec sa fille.
La fillette a pointé du doigt et a demandé « C'est l'homme de la vidéo ?» La mère s'est accroupie à côté d'elle. « Oui, ma belle » a-t-elle dit doucement. « Mais il fait aussi les meilleurs hot-dogs de la ville. » Angela se tenait en retrait, les bras croisés, regardant la file s'allonger. Elle répondit à quelques questions des médias, mais laissa surtout son père travailler. C'était son espace. Il l'avait mérité. Il était temps pour lui de le reprendre, à sa manière. Lorsqu'elle s'approcha de lui entre deux clients, il la regarda avec une gratitude discrète. « Tu crois qu'il nous voit vraiment maintenant ?» demanda-t-il. Angela acquiesça. « Certains nous voient. Et les autres ? Ils n'ont plus le droit de nous ignorer. » Plus tard dans la journée, quelqu'un a apporté un haut-parleur et a joué du jazz doux sous l'arbre où Jamal s'asseyait autrefois aux heures creuses. Un artiste local a dessiné une fresque murale à la craie sur le trottoir, représentant une main levée et les mots « Nous appartenons à cet endroit » au-dessus. Des voitures ont klaxonné en signe de soutien. Et peu après 17 heures, un fonctionnaire municipal est arrivé avec une contravention, pas une contravention, mais une distinction. Le coin était désormais officieusement connu sous le nom de Carter Corner, adopté par le quartier comme symbole de résilience. Jamal ne fit aucun discours. Il n'en avait pas besoin. Il hocha la tête, serra des mains et continua à servir jusqu'à ce que le grill soit à sec et que le soleil commence à se coucher derrière les toits. Lorsque la foule se dispersa, il nettoya à nouveau le chariot, emballa les restes et s'assit sur le banc voisin. La rue était désormais paisible, mais pas déserte. Elle était chargée de souvenirs. Elle était chargée de sens. Angela le rejoignit, son manteau drapé sur un bras. « Vous savez, dit-elle, j'ai travaillé sur de nombreuses affaires. Mais c'est la première fois que la résolution ne se fait pas au tribunal. » Jamal regarda devant lui. « C'est parce que la justice ne vit pas dans les bâtiments, dit-il. Elle vit dans les gens. Et parfois, il faut la nourrir lentement, comme un repas qu'elle a oublié comment manger. » Elle sourit et appuya sa tête contre son épaule. Pour la première fois depuis des semaines, aucun d'eux n'eut besoin de dire un mot de plus. Ailleurs, dans une banquette tranquille près de la fenêtre, Brett Mallory était assis seul. Des voitures passaient dehors, mais il ne les voyait pas vraiment. Une légère cicatrice marquait sa joue droite, un souvenir guéri mais permanent de ce qui s'était effondré. Il remuait distraitement son café. La cuillère tintait comme une horloge décalée, hésitante. Le serveur passa 2 fois sans un mot. Il n'avait rien commandé. Il avait juste besoin d'un endroit où personne ne poserait de questions. La vie continuait derrière les vitres. Les gens traversaient les rues, riaient, consultaient leur téléphone, klaxonnaient au feu rouge. À l'intérieur, Mallory s'effaçait non pas physiquement, mais en importance. Et cela, plus que tout, le déstabilisait. Pendant des années, son insigne avait été un bouclier et une épée. Maintenant, ce n'était plus qu'une simple valise vide dans sa boîte à gants, ramassant la poussière. Le rapport officiel était tombé 2 jours plus tôt, licenciement sans pension, statut révoqué. Pas d'appel. Pas de cérémonie. Juste une décision définitive. Le service n'a pas appelé. Le syndicat n'a pas protesté. Même ses amis n'ont pas réagi. Il n'avait plus personne à blâmer, si ce n'est le miroir. De l'autre côté du restaurant, une mère et son fils partageaient des frites. Le garçon désignait la télévision au-dessus du comptoir. Mallory suivit son regard. À l'écran, une fresque murale, peinte sur le poteau même où son crâne rencontrait l'acier, se dressait une silhouette imposante, paume levée comme un panneau stop silencieux. Des couleurs douces s'épanouissaient derrière elle. En dessous, on pouvait lire « Nous voici ». Mallory ne scia pas. Il ne détourna pas le regard. Il fixa simplement la pièce. Il respira lentement. Il appuya son pouce sur le bord de la table. La fresque avait été commandée par la communauté et votée à l'unanimité. Elle ne concernait pas seulement Jamal. Elle concernait les noms jamais enregistrés, les histoires enfouies. Plus tard dans la soirée, Mallory marchait seul, tel un fantôme, dans des rues qui ne le remarquaient plus. Il passa devant le palais de justice, puis devant Carter Corner, où la charrette servait désormais de source de rire et de guérison. Il ne s'arrêta pas. Il ne dit rien. Il atteignit la fresque et resta planté là, les mains dans les poches, les yeux rivés sur le poteau, sur la peinture, sur l'endroit où tout avait changé. Et dans sa barbe, presque inaudiblement, il murmura « Ça n'était pas censé se passer comme ça. »
Mais le vent ne répondit pas. Et le poteau ne bougea pas. Et le silence qui l'entourait n'était pas vide. Il était plein de ce qui avait été fait, de ce qui avait été permis, et de ce qui ne pouvait plus être ignoré. Il se retourna et s'éloigna, plus lentement qu'avant, d'un pas qui ne laissait plus la même empreinte. La ville ne le poursuivait pas. La ville ne pleurait pas. La ville continuait simplement son chemin. Par un dimanche matin tranquille, Jamal se tenait au coin des rues Maple et Eastern, un gobelet de café en carton à la main, la vapeur s'élevant doucement dans l'air frais de l'automne. La rue était encore endormie, la ville pas encore tout à fait réveillée, et le silence pour une fois semblait généreux. Ni vide. Ni pesant. Juste assez pour entendre sa propre respiration et le léger bruissement des feuilles qui roulaient sur le trottoir. Le chariot était verrouillé et couvert, comme un ami qui avait fait du bon travail et méritait maintenant un peu de repos. Il sirota lentement, son regard se portant vers la fresque peinte sur le poteau, celle que personne n'osait plus toucher. 2 mois s'étaient écoulés depuis le jugement. Depuis que les caméras s'étaient détournées. Depuis que la ville avait repris son rythme. Mais tout n'était pas revenu à la normale. Certains changements, une fois opérés, restent permanents. L'interdiction de l'étranglement avait été adoptée à une vitesse surprenante. Une commission d'examen des plaintes du public était en cours de création. Et dans ce même pâté de maison, les gens marchaient avec une conscience différente, ni peur, ni révérence, mais quelque chose de plus doux. De la reconnaissance. Comme s'ils commençaient enfin à se voir pour de vrai. Jamal regarda son petit-fils Mika accourir vers lui. Son sac à dos rebondissait. Ses baskets dénouées, comme d'habitude. Ses cheveux se dressaient à chaque pas essoufflé. Il s'arrêta juste devant son grand-père et sourit. « Grand-mère dit que je suis en retard », annonça-t-il, fouillant déjà dans son sac à la recherche de la bande dessinée qu'il avait promise. Jamal rit doucement. « Ta grand-mère a toujours raison. C'est son super pouvoir secret. » Mika lui tendit la bande dessinée et grimpa sur le banc à côté de lui, les jambes balançant, les yeux écarquillés tandis qu'il regardait la fresque. « C'est vraiment toi ?» demanda le garçon en désignant la silhouette peinte qui se tenait fermement sous les mots. Jamal ne répondit pas tout de suite. Il regarda la silhouette simple, sans visage, mais manifestement dessinée dans sa posture. « Peut-être, dit-il finalement. Peut-être que c'est nous tous. » Mika hocha la tête, comme s'il comprenait plus qu'il n'aurait dû, puis s'appuya contre son grand-père et ouvrit son livre. Ils restèrent un moment silencieux, ce silence que seule une famille peut partager. Un silence empreint de chaleur et de familiarité. Comme s'ils savaient qu'aucun autre mot n'était nécessaire, du moins pas encore. De l'autre côté de la rue, une femme avec une poussette faisait un signe de la main. 2 adolescents s'arrêtèrent pour prendre un selfie devant le poteau, riant, puis s'écartèrent pour laisser passer un cycliste. Rien de dramatique. Rien de tapageur. Mais tout était honnête. Jamal observait calmement, puis reportait son regard sur les détails. Les fissures du trottoir. Les ombres des branches d'arbres ondulant sur le béton. Le rythme de la vie ordinaire, revenu. Remodelé, mais intact. Angela arriva un peu plus tard, vêtue d'une douce chemise en flanelle et d'un jean, un café à la main, les yeux fatigués par une réunion nocturne avec les organisateurs municipaux. Elle les aperçut à un demi-pâté de maison et leva sa tasse. Jamal leva la sienne à son tour. Lorsqu'elle s'assit à côté de lui, elle regarda la rue en soupirant. « Ils veulent que je prenne la parole à l'université le mois prochain », a-t-elle déclaré. Une table ronde sur la stratégie juridique et la mémoire publique. Jamal sourit. On dirait que c'est ton genre de personne. Elle secoua la tête. Je préférerais être ici. Ça, dit-elle en désignant la fresque, puis Mika, ça me paraît plus durable. Ils regardèrent un homme âgé s'approcher du chariot, essayer la poignée et constater qu'elle était verrouillée. Il ne frappa pas et ne se plaignit pas. Il laissa simplement un mot plié collé sur le côté, puis s'éloigna. Angela haussa un sourcil. Ça arrive souvent ? Jamal haussa les épaules. Parfois, les gens laissent des mots quand ils ne savent pas quoi laisser d'autre. Elle s'approcha et récupéra la note, puis la lut à voix haute dans sa barbe. Merci de nous rappeler que les gens discrets peuvent encore changer le monde. Jamal ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Plus tard, lorsque Mika s'est enfuie pour chasser une feuille à la dérive, Angela s'est penchée plus près de son père et a placé une main sur la sienne. Je sais que tu n'as rien demandé de tout ça, dit-elle.
Mais tu l'as fait avec plus de grâce que la plupart. Jamal la regarda avec une douceur qui venait du plus profond de lui-même. Pas vraiment de la fierté, mais quelque chose de plus ancien. Quelque chose d'enraciné. Je ne l'ai pas porté seul, dit-il. Tu étais à mes côtés. Ils étaient à mes côtés. C'est ce qui a rendu le poids supportable. Le soleil était monté juste assez haut pour réchauffer le banc sous eux, projetant une douce teinte dorée sur leurs chaussures et la tasse vide aux pieds de Jamal. Les gens passaient. Certains hochaient la tête. D'autres souriaient. Quelques-uns ne remarquaient rien du tout. Et cela aussi faisait partie de la guérison, ne pas être célébré ni jugé, juste exister à nouveau. Tel un homme sur un banc, sirotant un café aux côtés de sa fille et de son petit-fils, respirant une ville enfin exhalée. Tandis que les cloches de l'église voisine sonnaient midi, Jamal ferma les yeux un instant et écouta non seulement les cloches, mais aussi le rythme de sa respiration, le rire lointain d'un enfant, le léger bruissement du drapeau au-dessus de la charrette et le battement de son cœur. Régulier. Entier. Sans peur. Certaines histoires restent en nous non pas parce qu'elles sont fortes, mais parce qu'elles parlent de quelque chose que nous avons porté en silence pendant trop longtemps. L'histoire de Jamal est celle de la dignité, pas seulement celle qui permet de tenir bon face à l'injustice, mais celle qui se manifeste chaque jour par de petits actes de courage. Celle de tenir bon quand le monde veut vous faire reculer. Cela nous rappelle que la justice ne réside pas seulement dans les salles d'audience. Elle vit au coin des rues. Entre les mains des familles. Dans des voix qui refusent de se taire. Pour ceux d'entre nous qui ont vécu assez longtemps pour voir les mêmes schémas se répéter, cette histoire ne se résume pas à celle d'un homme et d'un policier. Elle parle de systèmes qui punissent les gens pour leur survie. De quartiers qui ont appris à s'exprimer. Et du pouvoir tranquille d'être enfin vu. Si vous avez ressenti quelque chose en regardant cette histoire se dérouler, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que nous avons toujours le droit de respirer, de parler et d'être entendu. Cliquez sur « J'aime » si cela vous a touché. Partagez si vous pensez que des histoires comme celle-ci comptent. Et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires fortes qui parlent de vérité, de justice et de notre force, surtout en vieillissant et en comprenant mieux ce qui vaut la peine d'être défendu. Merci d'avoir regardé. Et merci d'avoir écouté.